Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNdev. Cette semaine, dans la vidéo du samedi, nous allons découvrir ensemble comment mettre en place une documentation. Par exemple, vous vendez un produit, vous souhaitez mettre à disposition une documentation, eh bien cette vidéo va vous expliquer comment faire. Vous êtes une équipe de développeurs, vous souhaitez vous construire une base de connaissances, cette vidéo va vous expliquer comment faire. Bref, vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons déployer une documentation avec deux outils principaux qui vont nous aider. Nous allons utiliser un générateur de sites statiques qui s'appelle Docusaurus et qui est, comme son nom l'indique, précisément adapté à la création d'une documentation, et nous allons le déployer sur GitLab Page. De cette façon, à la fin de la vidéo, et vous pourriez vous aussi reproduire ça gratuitement chez vous, tous les outils qu'on va utiliser aujourd'hui sont gratuits et vous pourrez déployer votre première documentation. Avant de commencer, vous le savez, on est sur YouTube, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voire même, soyons fous, d'activer les cloches de notification. Vous pouvez évidemment laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir vous répandre de messages dans les commentaires pour nous faire part de vos solutions, notamment sur la documentation. Et on ne perd pas de temps, on se lance tout de suite. Donc comme je vous le disais, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Docusaurus. Vous pouvez retrouver évidemment la documentation, docusaurus.io, qui est, vous vous en doutez, elle-même réalisée avec Docusaurus. Donc on va produire quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Avec, vous avez vu, un petit menu sur la gauche dans lequel on retrouve les différents items. Et puis ici, un petit moteur de recherche. Alors nous, on n'utilisera pas exactement celui-ci, mais bref, on va proposer quelque chose d'assez similaire à la fin, avec évidemment un thème sombre et un thème clair. J'en profite pour vous dire aussi que tout ce que je vais vous dire là est disponible ou sera disponible sur le site youndev.co, et vous avez la documentation complète de toute la vidéo, de tout ce que nous allons faire. Tout est documenté ici, donc si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et retrouver les éléments que nous allons voir ensemble. Ça vous permettra de suivre peut-être plus facilement la vidéo, en tout cas pour ceux qui veulent voir les extraits de code. Et on ne va pas attendre. Alors, les petits prérequis avant de débuter, pour pouvoir suivre correctement cette vidéo, c'est de disposer d'un compte sur GitLab. Un compte gratuit suffit largement, donc il vous faut un compte sur GitLab. Et vous devez également avoir Node.js installé sur votre poste. En fait, ça c'est ni plus ni moins la documentation dans Docusaurus. Quand on va dans le Getting Start installation, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il nous faut Node.js ou Yarn, évidemment, si vous préférez utiliser Yarn. Et pour le reste, on va suivre quasiment la documentation de Docusaurus. Je vais les simplement adapter un petit peu à notre contexte. Donc, sur mon poste, Node est bien installé. D'ailleurs, on peut vérifier. Je crois que c'est Node -v. Et on voit que j'ai bien la version 14.18.3 sur mon poste. Donc jusque-là, tout va bien. Pas de souci. Voilà, je vais sortir de Node. On est bon. Pour installer un nouveau projet Docusaurus, vous allez voir que ça va être très très simple. Il va nous suffire de taper la commande npx create-docusaurus@ladest pour lui dire qu'on veut la dernière version de Docusaurus. Et ensuite, on lui donne le nom du projet. Concrètement, ça va créer un répertoire qui va s'appeler, dans notre cas, youndev-doc. Et ensuite, le style, entre guillemets, ou les différents modèles de Docusaurus qui existent. Et nous, on va prendre le modèle classique. On ne va pas chercher la complexité inutile. Et donc, je fais entrer. Et là, automatiquement, avec la petite commande npx create Docusaurus, ça va télécharger tout ce qui est nécessaire à la mise en place de notre première version, entre guillemets, de notre documentation. Et vous allez voir que très rapidement, on va avoir quelque chose qui sera quasiment utilisable instantanément. C'est ça qui est vraiment cool avec Docusaurus, c'est que c'est très facilement et très rapidement utilisable. On peut en quelques instants avoir une documentation qui est prête à être utilisée. Donc nous, on va découvrir un petit peu comment personnaliser ceci, comment changer les couleurs, comment faire une petite initiation entre guillemets à tout ça. Donc, le projet est bien initié. On va rentrer dans la documentation qui nous a été générée. Donc,
le répertoire yoandev-doc, je rentre dans le répertoire et on va tout de suite lancer le serveur interne de Docusaurus. npx Docusaurus start. Simplement avec cette commande-là, on va démarrer le projet Docusaurus. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va builder le client, builder un petit serveur et nous lancer ça sur une adresse en localhost sur le port 3000 et je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran ici. Hop, on va peut-être essayer de rassembler ça sur un seul Google Chrome, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et donc là, on a la version de base quand on vient d'installer un Docusaurus. On a, vous le voyez, quelques petits tutos de base qui vous expliquent comment ça fonctionne. On a une partie blog, on a une page d'accueil et on a le mode jour et nuit. Et donc là, l'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être de légèrement customiser et de voir comment on peut customiser très facilement et très rapidement un Docusaurus pour le mettre par exemple à vos couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un nouvel onglet ici. On va aller dans yoandev/yoandevdoc. Hop, doc, voilà. C'est juste parce que je ne veux pas qu'il ait le serveur à côté. Et on va lancer ça dans un éditeur de code. Dans mon cas, j'utilise Visual Studio Code. Et donc là, on se retrouve, je vais zoomer un petit peu, hop, avec l'architecture de base d'un projet Docusaurus, qui est, faut que vous le sachiez, qui est basé sur du React. Donc ceux qui sont développeurs React ne devraient absolument pas être désemparés, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais vous allez voir que même si on n'est pas développeur React ou JavaScript, Docusaurus est suffisamment bien fait pour que vous puissiez vous en sortir sans aucun problème. Et dans Docusaurus, il y a un fichier qui est très important, c'est le fichier docusaurus-config.js qui est ici. Ce fichier-là contient une grande partie de toute la documentation, tout le paramétrage finalement de votre projet. Donc, on va agir sur ce fichier-là pour le personnaliser. Par exemple, si on va voir la version qui a été générée, par exemple ici il y a marqué MySite, etc. MySite, on va vouloir le personnaliser. Vous allez voir que ça va être extrêmement simple. Alors là ici il m'embête parce qu'il n'arrive pas à checker le TypeScript. Est-ce que je peux lui dire qu'il arrête de me prendre la tête avec ça? Je peux peut-être lui dire juste là parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ce truc qui souligne et qui me fait mal aux yeux. Donc on va lui dire ici no check, voilà, c'est juste pour pas avoir l'erreur, mais logiquement c'est mieux quand même d'avoir le TypeScript qui soit vérifié. Mais bon, dans mon cas, c'est pas important et ça m'évitera d'avoir cette petite ligne rouge qui me faisait mal aux yeux, les amis. Donc le titre ici, on peut le changer, vous avez compris, on va mettre par exemple yoandevdoc. Hop, je vais mettre quand même une majuscule à mon prénom, yoandevdoc. Ok, on va mettre un petit slogan finalement. Donc on va mettre documenter, c'est qu'on va échapper. Voilà, c'est cool. J'ai pas échappé ici. Voilà, documenter, c'est cool. Et là déjà, vous allez voir que si on va sur notre petite, ici, on a bien le titre et le petit sous-titre qui a été changé. Parfait. Il faudrait qu'on change aussi le menu ici. On va changer le MySite. On va mettre autre chose qui nous intéresse. Donc, toujours dans le fichier docusaurus.config.js, il y a quelque part la possibilité de personnaliser la navbar. Et donc, vous descendez un petit peu, ligne 45 pour moi. Et on a ici la navbar dans laquelle on va pouvoir décrire les différents items de notre menu. Et donc, on va ici changer. On va mettre tout simplement, yoandevdoc, on va pas chercher midi à 14h, l'idée là c'est d'être très simple. Et donc, là, on a bien yoandevdoc ici, on a bien notre petit slogan. Il nous reste finalement plus qu'à changer ici, le My Project. Ça me permet un petit peu de vous montrer les différents endroits où vous pouvez agir. Évidemment, il faudra que vous passiez plus de temps pour modifier tout le reste, mais c'est juste pour vous donner les éléments de base pour débuter avec Docusaurus. Ça n'a pas vocation
à être une vidéo très complète sur Docusaurus, hein. La documentation est tellement bien faite que finalement, il n'y a pas de nécessité particulière à ce que j'aille plus loin, hein, dans les explications. Donc on va juste essayer de voir si on peut modifier ici le footer. Donc on va aller toujours dans notre fichier Docusaurus et vous avez vu, on a un footer ici qui décrit les différents éléments du footer, hein. On voit qu'il y a plusieurs colonnes. Et si on voit après les colonnes, on voit qu'il y a le copyright ici, donc on va pouvoir changer ça sans souci. On va modifier ça ici et on va mettre Johan Dev Doc. Voilà, hop, avec un petit espace ici. Hop, et si on... donc la page se rafraîchit toute seule, hein, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, hein. Et donc, on a bien ici le petit footer qui a été modifié. Maintenant, imaginez, hein, vous dites que ces couleurs ne correspondent pas à la charte graphique de votre entreprise, de votre produit, ou vous souhaitez avoir d'autres couleurs que les couleurs standards, eh bien vous allez probablement souhaiter vouloir les changer. Pour ça, ça tombe bien, Docusaurus vous fournit en natif un petit fichier qui se trouve dans SRC CSS Custom CSS. Eh bien, ici, vous avez la possibilité de customiser les couleurs quand vous êtes en thème clair et ici, les couleurs lorsque vous êtes en thème dark. Donc, vous pourriez tout à fait venir changer ici la couleur. On va volontairement mettre un truc, hop, rien à voir en termes de couleur. Et si je viens ici, est-ce que si je rafraîchis, alors peut-être qu'il faut builder, je ne sais plus à quel moment il nous change la couleur. Bon, peut-être que ce n'est pas la bonne que j'ai changée. Voilà, alors attendez, il faut peut-être builder, on va voir. Hop, on va killer le serveur, on va le redémarrer. Je pense que pour le CSS, il n'est peut-être pas capable de le faire en temps réel. On va voir ça tout de suite. Le temps que le serveur redémarre. Hop. Non, bah c'est peut-être pas les bonnes couleurs que j'ai changées. Mais en tout cas, c'est ici, croyez-moi, sur parole, qu'il faut changer les couleurs. Attendez, on va essayer, on va toutes les changer à l'arrache pour le moment. Puis après, je vais vous montrer une autre technique qui est sympa pour changer les couleurs, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus cohérent. Voilà, on va tout changer. On va mettre volontairement, hop, plutôt dans le rouge-orange, sans aucune logique pour le moment. Hop, voilà. Ah, mais j'ai pas enregistré le fichier depuis tout à l'heure, j'enregistre pas. Ça peut pas marcher. Donc là, vous voyez, on a bien changé les couleurs. Bon, c'est immonde. Et justement, l'idée, c'est de vous montrer une petite astuce qui est fournie sur la documentation de Docusaurus, que je trouve particulièrement cool. En fait, hop, je vais vous ouvrir ça dans, hop, ici, dans un petit onglet, dans la documentation officielle de Docusaurus. Dans la partie Guides, Styling and Layout, vous avez une partie sur comment personnaliser votre site. Et ce qui est méga cool, c'est que donc justement, il parle de ce custom CSS, parfait, tout va bien, et il nous propose un petit outil dans lequel on va venir sélectionner une couleur et lui dire, donc on va la sélectionner comme ça, hein. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il va nous donner ici en temps réel le niveau d'évaluation pour respecter les contraintes d'accessibilité finalement et nous dire à quel niveau on se situe en termes d'accessibilité. Donc évidemment, hein, si vous avez le AAA avec l'étoile, la médaille d'or, eh bien vous avez tout gagné. Et inversement, hein, là, si je vais sur des choses qui sont très sombres, vu que je suis sur un thème sombre, bien, ça devrait être complètement fade, c'est-à-dire que ça sera complètement illisible. Ok ? Donc ça, c'est pour le thème en mode dark. Mais évidemment, hein, si je veux avoir un thème sombre, light, eh bien, il faut que je bascule en thème light. Et là, j'ai des nouvelles couleurs à modifier. Voilà. Donc là, je vous laisserai hein, évidemment venir chercher ce que vous avez à faire. Au final, ça vous génère, par exemple si je me mets en mode dark, ça vous génère un code à copier-coller ici, directement dans votre fichier custom.css. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc moi j'avais préparé des petites couleurs que j'aimais bien, donc on va, hop, je vais juste les copier-coller hein, depuis la documentation, hop, donc qui est générée hein, depuis le site en question. Et la version dark ici, pareil, on va hop, copier-coller les couleurs que j'avais préparées. Et donc là, si on retourne sur notre documentation, bon, ben, vous voyez hein, les couleurs que j'ai choisies, rien d'extraordinaire, hein, mais c'est juste pour vous montrer que c'est très facile de customiser le comportement de l'application en termes de look. Mais mine de rien, ça permet de rapidement donner une identité propre à votre documentation. Ensuite,
Dans notre exemple, on ne veut s'occuper que de la partie documentation, on souhaite faire disparaître la partie blog. Pour ça, on a une petite chose toute simple à faire, enfin 2 petites étapes à faire, si on veut le faire proprement bien entendu. La première chose très simple, c'est de supprimer le répertoire blog qui est ici. Tout simplement, on ne va pas se prendre la tête, nous on décide qu'il n'y aura pas de blog sur notre Docusaurus. Donc je supprime bêtement et simplement. Donc là, vous voyez que quand je vais sur blog, il me dit qu'il y a un problème. C'est normal, les pages ne sont pas trouvées parce qu'on a supprimé le contenu du blog. Mais pour être bien propre, il nous faut également supprimer ça à la fois du menu. Donc on retourne dans notre fameux fichier, le docusaurus config.js. On va supprimer, hop, dans la navbar. Elle est où la navbar? Elle est là. La notion ici de blog. Donc on lui dit, terminé, il n'y a plus de blog. Et tant qu'on y est, on va aussi l'enlever. Il me semble qu'il est quelque part, voilà, dans le footer. On va le virer du footer, tout simplement. Et là, si on retourne sur notre petite documentation, eh bien, il n'y a plus de référence au blog, ni dans le header, ni dans le footer. On est propre. Jusque-là, c'est trop bien. L'idée, vous l'avez compris, avec Docusaurus, c'est quand même de produire de la documentation. C'est quand même ça le plus important. Et ce qui est bien lorsqu'on a créé le projet Docusaurus, c'est qu'il nous a déjà mis des exemples de contenu. Alors attendez, on va enlever ça là. Hop. Il nous a mis des exemples de contenu. D'ailleurs, c'est le tuto pour utiliser Docusaurus. Donc c'est très pratique. Il nous explique comment tout ça fonctionne. Donc c'est parfait. Donc nous, on va laisser le contenu de démonstration. On ne va pas y toucher, mais on va voir comment rajouter, par exemple, une nouvelle sous-partie de la documentation. Et comment on va pouvoir y ajouter des documents à l'intérieur, par exemple. Voilà, comment faire des sous-parties comme celle-ci. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple. Pour faire ça, il nous faut créer un répertoire. Donc, dans le répertoire Docs, on va créer un sous-répertoire que l'on va appeler yoandev, -doc. Ouais, on va rester constant sur les petites modifs qu'on fait. yoandev-doc. On va vouloir que ce yoandev-doc se trouve en dessous de tutorial extra. Et regardez, si on va voir dans tutorial extra, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle _catégorie_JSON et qui possède plusieurs informations, le nom du menu et sa position. Donc nous, on va simplement copier ce petit catégorie JSON, on va le coller dans notre yoandev ici, et on va venir lui dire, toi tu seras en position 4, ok. Et on va lui modifier le label et on va lui dire yoandev -doc. Tout simplement. Là, à cette étape-là, pour le moment, ça n'apparaît pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de contenu à l'intérieur du répertoire yoandev-doc. Donc, nous allons créer un petit fichier qu'on va appeler demo.md. Allons voir, est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, vous voyez qu'on a bien le démo qui apparaît ici. Et vous avez vu, on n'a rien à faire, tout est fait automatiquement par Docusaurus. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, si on regarde les exemples qui nous sont donnés, on voit qu'il y a une petite en-tête ici qui permet de positionner l'article à l'intérieur du menu. Si vous ne le faites pas, ça sera classé par ordre alphabétique. Mais si vous souhaitez avoir un ordre particulier, vous mettez le sidebar _ position 1, 2, 3, 4 en fonction de l'ordre dans lequel vous voulez que s'affiche un fichier, une partie de votre documentation dans ce sous-répertoire yoandev-doc. Et ensuite, on va tout simplement copier du contenu. Et là, c'est du Markdown, tout simplement. Donc, je vais coller du contenu que j'ai préparé. Vous voyez ici, je vais mettre un titre H1, un titre H2, un titre H3. C'est vraiment du Markdown, tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire. Alors, je vais juste enlever, je ne sais pas pourquoi, il m'a mis un petit peu de... Il m'a décalé tout ça. Alors, attendez, on va essayer de faire autrement. Hop, je pense que je n'ai pas fait le copier-coller comme il fallait. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi il m'a mis une tabulation partout. On va voir si ça bug ou pas. Ici, non, c'est tout bon.
Donc là, on a un H1, H2, un H3, du texte en gras, du texte en italique, une liste, une citation, et ça, c'est pas le Markdown de base, mais c'est pris en charge par Docusaurus. Vous mettez 3 petits points. Les styles, là j'ai mis un exemple avec Danger et Success, mais sur la documentation de Docusaurus, vous verrez qu'il y a Warning, etc. Il y en a d'autres, hein, qui vous permettent de mettre des petits blocs d'informations qui vont ressortir un petit peu. Et ça, c'est vraiment super pratique, hein, pour mettre en avant du contenu. Donc ça fonctionne bien. Et vous avez vu, hein, à quel point c'est simple d'utiliser une documentation, enfin de générer une documentation. Maintenant, vu qu'on est des développeurs, on va avoir envie de mettre du code. Donc là, je mets... Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de fermer. D'accord, donc je viens de fermer sauvagement mon Visual Studio Code. Hein, c'est très bien, on le réouvre. Donc là, je vais simplement rajouter des extraits de code. Hop, on va le réaligner là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis des espaces ici, mais c'est pas gênant. Voilà. Un petit extrait en JavaScript et un petit extrait en PHP. Allons voir ce qu'il se passe. Et là, eh bien, c'est super cool parce que vous voyez que tout de suite, on a un petit truc qui nous permet de copier-coller le code. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et on a la coloration syntaxique qui est déjà prise en charge. Enfin, à moitié, puisque ça fonctionne pour le JavaScript, mais il ne se passe rien pour le PHP. Et ça, eh bien, c'est normal, c'est bien expliqué dans la documentation de Docusaurus. Je vous laisserai aller creuser le sujet si ça vous intéresse, mais il va falloir qu'on rajoute la prise en charge, entre guillemets, du code PHP, de la coloration syntaxique du PHP dans notre Docusaurus. Et vous l'avez, j'imagine, déjà deviné, ça va se passer dans le fichier docusaurus.config.js. La petite librairie qui est utilisée par Docusaurus pour faire la coloration syntaxique s'appelle Prism. Et Prism, par défaut, ne prend pas en charge PHP. Hein. Il a décidé que ce n'était pas un langage important, ou je ne sais pas pourquoi, bref. Donc nous allons lui ajouter un langage supplémentaire avec le Additional Language. Donc là, hop, et on lui passe un tableau avec les langages que l'on souhaite ajouter. Et nous, on va ajouter PHP tout simplement. Et là, si on retourne sur notre petit site, est-ce qu'il y arrive ici? Hop, alors attendez, il est un peu perdu. Vous savez ce qu'on va faire, on va relancer le serveur interne. Hop, hop, des fois hein, ça peut un peu planter. On le relance tranquillement et vous allez voir que là, eh bien, il va prendre en charge le PHP. Et ça, eh bien, c'est super simple. Donc, on va dans le tutoriel YouAndDevDoc, ceci étant H1. Et là, vous voyez que ça y est, la coloration syntaxique du PHP fonctionne. Donc ça, c'est trop cool. Et là, en fait, vous avez déjà toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir produire de la documentation. Il n'y a pas de complexité particulière, on n'a rien mis de compliqué. Et vous pouvez, ça y est, commencer à écrire vos documentations en Markdown, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous savez comment fonctionnent les répertoires, comment créer une sous-partie, comment changer le nom de votre site, comment changer les couleurs. Alors, je vous laisserai évidemment chercher comment changer l'icône, des choses comme ça, mais vous avez vu, c'est très, très simple. Maintenant, on va vouloir le déployer, cette documentation, parce qu'on veut qu'il y ait des gens qui puissent l'utiliser. Hein. Vous vous en doutez, l'objectif final, c'est quand même que les gens consultent notre documentation. Et on ne veut pas se prendre la tête, on veut mettre en place quelque chose de très simple. Donc, on va créer un dépôt sur gitlab.com. Parce qu'on va utiliser GitLab Page pour déployer notre application qui sera, hein, vous le savez, donc un site statique. Donc, on va aller tranquillement créer un nouveau projet sur GitLab. On va l'appeler, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler YouAndDevDoc. Voilà, je ne mets pas d'espace ni rien, je le mets en une seule fois. Et on va lui dire que, hop, il est public. Mais on pourrait le mettre privé. Et l'avantage d'ailleurs de le mettre en privé, c'est que vous pouvez créer une documentation qui est réservée uniquement aux personnes qui ont accès au dépôt. Ce qui est très pratique si vous souhaitez vous construire par exemple une documentation d'équipe. Donc là, on se crée gentiment notre petit dépôt sur GitLab. Hop, c'est tout bon. Il ne nous reste plus qu'à pusher, entre guillemets, notre projet sur GitLab. Donc on va hop, se positionner dans notre projet ici. Hop, oui, c'est vrai que lui, il n'aime pas. Hop, on va lui mettre... non, tu m'embêtes. Alors on va faire un git init, voilà. On lui rajoute le remote. Hop, pardon, je vais nettoyer un peu mon shell. On lui rajoute le remote, parfait. On va faire, hop, on va ajouter tout ce qui a été modifié, parfait. On va faire notre petit commit, parfait.
Et ensuite, on va envoyer ça sur GitLab. Sauf que moi, en local, c'est pas main, mais c'est master. Et c'est parti, c'est en train d'envoyer notre projet sur GitLab. Et là, si je fais F5, vous allez voir que mon projet Docusaurus est bien arrivé. Et il a bien été synchronisé jusque-là, tout va bien. D'ailleurs, si on va dans Doc, vous allez voir qu'il y a bien le UNDev Doc, donc tout va bien. On a bien la dernière version de notre projet. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir déployer ça sur GitLab Page? Eh bien, pour déployer sur GitLab Page, nous allons utiliser une pipeline d'intégration continue. Et dans GitLab, pour mettre en place une pipeline d'intégration continue, il suffit, entre guillemets, simplement de créer un fichier à la racine du projet qui s'appelle .gitlab-ci.yml. Et dans ce fichier-là, nous allons décrire les différentes étapes de notre pipeline de déploiement continu. D'ailleurs, j'en profite, si jamais la question des pipelines de déploiement continu ou d'intégration continue vous intéresse, vous pouvez retrouver sur le site formation.undev.co une formation complète à l'utilisation des pipelines avec GitLab CI ou aussi avec GitHub Action d'ailleurs. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Donc nous on veut déployer du Docusaurus. Donc on a créé notre petit fichier, il faut qu'on décrive les actions que l'on veut réaliser. On va utiliser une image Docker dans laquelle va être exécutée notre pipeline. Donc, on va décrire l'image qui nous intéresse. On va utiliser Node 15.12-alpine3.13. Bref, vous ne posez pas trop de questions. On va juste exécuter notre pipeline dans une image Docker qui a déjà Node. De cette façon, on va pouvoir builder facilement notre projet puisque l'idée, c'est de builder la version statique du site et c'est cette version-là fabriquée, buildée, qu'on va rendre accessible sur GitLab Page. On va décrire deux étapes différentes. On va décrire une étape de test et une étape de déploiement. D'ailleurs, non, c'est tout bon, on est bon. Donc on a deux étapes. L'étape, le stage test et le stage deploy. Quand on va faire du test, ça va se faire ça à chaque push. Dès qu'on fait un push, il y a le test qui se lance. D'ailleurs, on pourrait ne le rendre exécutable qu'uniquement ça sur la branche master. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc, je récapépète. Dès que l'on va pusher sur la branche master, il y a ce petit script ici qui va s'exécuter. D'ailleurs, ça serait peut-être mieux qu'il soit aligné ici. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Donc, et là aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a fait tout ce bazar. Voilà, ça sera plus lisible. Donc, dès qu'on est sur la branche master, dès qu'on push, il va exécuter le npm install-force et le npm run build. Si ça fonctionne, ça veut dire qu'on est capable de générer la version statique de notre site. C'est un bon signe pour dire que tout va bien se passer. C'est une espèce d'intégration continue hyper minimaliste, mais au moins on vérifie que le build se passe bien. Si ça échoue, c'est même pas la peine d'aller plus loin. On sait que notre version statique ne sera jamais déployée, jamais accessible, donc pas la peine de continuer. Et on a le stage deploy qu'on a appelé page, qui lui va permettre de déployer réellement dans GitLab Page. Qu'est-ce qu'on a comme action ? On fait un npm install-force. C'est normal, c'est pour télécharger toutes les dépendances npm, JavaScript. On fait le build, jusque-là tout va bien. Lorsque l'on fait le build, Docusaurus fabrique un répertoire qui s'appelle build. Ce répertoire contient la version statique de votre site. Donc on renomme, en tout cas on déplace build dans un autre répertoire qui s'appelle public. Et ensuite, on utilise une fonctionnalité de GitLab CI pour lui dire, écoute, tu vas fabriquer un artefact de cette exécution de pipeline. Et cet artefact, ce n'est ni plus ni moins que le contenu du répertoire public. Et ça, précisément, c'est ce qu'attend GitLab Page pour pouvoir déployer quelque chose. Et enfin, on lui dit que cette étape-là de deploy n'aura lieu uniquement lorsqu'on fera un push ou une merge request sur la branche Pages. Donc, on est quasiment prêt à lancer ça. Donc, nous allons faire un commit ici. Hop, on va lui dire qu'on a ajouté add CI
cd. Et on va committer et on va pusher ça sur notre dépôt GitLab. On va aller voir ce qu'il se passe au niveau de GitLab parce que désormais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer côté GitLab. On va voir notamment qu'il y a une pipeline qui s'est déclenchée. C'est normal, rappelez-vous, dès qu'on push dans master, il y a ce petit script qui s'exécute. Donc là, on peut aller voir le détail précisément de ce qui est en train de se passer dans la pipeline sur GitLab CI. Et on voit quoi? On voit qu'il exécute, en tout cas qu'il utilise un Docker executor avec l'image qu'on avait spécifiée, donc l'image Docker. Donc là, concrètement, il est en train d'attendre, ou en tout cas d'initier le démarrage de cette image Docker. Une fois que ça va être bon, il va pouvoir exécuter notre petit script, le npm run build. Et on va voir si, avec cette petite étape, s'il y a un problème ou pas. S'il n'y a pas de problème, on va pouvoir déployer ça dans une autre branche que l'on va créer juste après et qui va s'appeler page. Et si tout se passe bien, on devrait déjà avoir une version déployée. Donc là, je vais faire un petit coup de F5. Des fois, ça se rafraîchit pas forcément. Voilà, vous avez vu. Donc, tout s'est bien passé. Il a fait le npm install. Il est en train, en fait, de faire le npm install. Donc là, comme à chaque fois qu'on fait npm install, vous le savez, si vous êtes développeur JavaScript, ça télécharge la moitié de la terre entière. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps. Une fois qu'il va avoir fini l'étape du npm install --force, il va faire le npm run build. On va le voir aussi à l'écran, logiquement. Et il va nous dire que l'étape est réussie. On pourrait d'ailleurs préciser que si jamais cette étape-là échoue, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. D'ailleurs, logiquement, même là, juste comme ça, ça devrait suffire. C'est-à-dire que si cette étape-là échoue, on ne devrait plus être en mesure d'envoyer ça vers la branche page, en tout cas sans forcer la chose. On peut toujours passer outre les warnings, mais c'est vraiment pas conseillé. Donc là, il est en train de faire le build. On voit qu'il y a Webpack bar qui est en cours, qui est en train de compiler le client, le serveur. Rappelez-vous, quand on lançait ça sur notre poste, c'était 2 barres qu'on voyait avancer. Là, c'est précisément la même chose qui est en train de se produire. Et quand ça va être terminé, vous allez voir qu'il va fabriquer... non, là, il ne fabrique pas l'artefact, je vous dis n'importe quoi. Il va juste nous dire que c'est un success et que l'étape est bien réussie. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Hop, je vais faire quand même un petit coup de F5 au cas où il ne soit pas complètement rafraîchi. Et là, on voit que le job est success. Donc, c'est bon. On sait que notre test est bien passé. Vous voyez ici le petit badge qui nous dit que c'est bon, le test est passé. Maintenant, on va vouloir créer notre branche page. Donc, on va dans repository page et on va faire nouvelle branche. On va lui dire qu'on se base sur la branche master et qu'on veut appeler la nouvelle branche page. L'avantage, en tout cas là pour cette première fois où on crée la branche, c'est qu'il ne va pas y avoir besoin de faire de merge request ou quoi que ce soit. Automatiquement, la branche page va prendre tout le contenu actuel de master. Vous allez voir que les fois prochaines, on va être obligé de faire des merge requests de master vers page, mais ça vous allez voir, on va le voir ensemble. Donc là, je vais faire create branch. Et si vous avez bien compris ce qui se passe, là, il y a une activité qui a eu lieu sur la branche page. Donc, ça a déclenché une pipeline. Ça a déclenché précisément une pipeline avec une étape qui est deploy. Je vous remontre le fichier de déploiement. Ici, donc l'étape déploiement, on lui a dit que uniquement sur la branche page, tu m'exécutes ce script. Donc, c'est stricto sensus pour les 2 premières lignes le même que les tests. Et ensuite, on fait le MV build vers le répertoire public et on crée un artefact du répertoire public. Donc, on peut aller voir l'exécution de cette nouvelle pipeline qui est exécutée, qui est en cours d'exécution. Et là, c'est le même scénario qui est en train de se produire. C'est en train de préparer l'exécution d'une machine Docker avec Node 15 et des brouettes. Et ensuite, ça va faire le npm install, le npm run build, transformer le répertoire build en un répertoire public et ensuite fabriquer un artefact qui s'appelle public et qui vient du répertoire public. Donc, on va attendre tranquillement que soit exécutée notre pipeline.
Et vous allez voir qu'après, vous allez voir, aller vérifier dans les settings de notre projet comment fonctionne GitLab Page. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Parce que là, en fait, on a quasiment terminé. En tout cas, pour la partie GitLab, on n'a plus grand-chose à faire. Vous allez voir qu'on va avoir quand même quelques petites modifications à faire dans notre Docusaurus, mais volontairement, on ne les a pas fait avant pour pouvoir voir comment ça va se passer maintenant, parce que c'est maintenant que ça va nous intéresser. Donc là, il est en train de faire ses builds, hein, comme tout à l'heure. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, logiquement, on n'est pas le nez collé devant l'écran. Hein, ça doit se passer tout seul. On n'a pas trop de questions à se poser, mais bon, ça prend un petit peu de temps. Donc, je meuble un peu, hein, tout tranquillement. Donc, logiquement, si on va voir la pipeline, vous voyez qu'elle est toujours en cours d'exécution. On va retourner dedans pour voir où est-ce qu'elle en est. Là, il a fini de fabriquer le client. Nous, le serveur, à la limite, on s'en fiche un peu. Et donc là, il devrait, d'ici quelques secondes, vous voyez, fabriquer l'artefact. Il est fabriqué. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a un job artefact qui est disponible. Et là, tout va bien. La pipeline est bien exécutée. Elle est en succès. Donc, allons voir, comme je vous le disais, dans les settings du projet. Et nous allons voir le sous-menu Page. Ça tombe bien, c'est précisément ce qui nous intéresse. Et là, alors là, je vous mets juste un petit warning. Comme mon nom d'utilisateur contient un point, Johan.Bernabeu, eh bien, vous allez voir que ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il nous dit si jamais il y a un sous-domaine, hein, donc Johan.Bernabeu qui contient un point, le HTTPS ne fonctionnera pas. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez un warning sur le fait qu'il n'y ait pas de certificat, c'est tout simplement parce que mon nom d'utilisateur contient un point. Donc attention à ça lorsque vous avez besoin d'héberger un projet de ce type-là, il ne faut pas que votre nom d'utilisateur contienne un point, sinon l'obtention du certificat ne fonctionnera pas. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc là, il nous dit quoi? Il nous dit que les pages sont disponibles pour ce projet-là à cette adresse. Alors cliquons dessus. Donc comme je vous le disais, hein, il y a ce petit problème de certificat parce que j'ai un point dans mon nom d'utilisateur, mais si vous n'en avez pas, logiquement, vous n'aurez pas de problème là-dessus. Et donc là, on va passer outre l'alerte. Et là, on voit quoi? On voit qu'on a bien quelque chose qui se charge, donc c'est plutôt déjà une bonne nouvelle, mais on a un problème, c'est qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. On n'a pas les fichiers CSS, on n'a pas de mise en page, on n'a rien du tout. Le menu ne fonctionne pas comme il faut. Bref, il n'y a rien qui va. Oui, ça ne fonctionne pas. Donc, là où Docusaurus est sympa, c'est qu'il nous dit attention, vous avez un problème parce que vous n'avez pas modifié base URL. Donc, on va aller refaire un tour dans notre fameux fichier docusaurus.config.js. Celui-là, ça y est, vous le connaissez par cœur. Tout en haut de ce fichier, il y avait des choses à laquelle on n'avait pas touché tout à l'heure, qui est ici URL et base URL. Donc nous, on va modifier ça, vous allez le voir, hein, ça va être très simple. L'URL, finalement, c'est toute l'URL qui est ici, vous voyez, hop, avant le slash final. Donc je vais le copier. Et on va venir modifier ça ici. Il ne faut pas qu'il y ait le slash final. Hop, très important. OK? Et ensuite, on prend l'autre nom qu'il y a après, ici, le slash /doc. Dans mon cas, bien sûr. Hein. Et on va venir le rajouter ici. Là, il faut qu'il y ait un slash au début et un slash à la fin. Très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir modifier ici l'organisation name. Donc moi, je vais mettre mon nom d'utilisateur, c'est Johan Bernabeu. OK. Alors, point Bernabeu d'ailleurs. Et il faudrait le nom du projet, moi c'est johanndev.doc en un seul mot. Donc on va faire johanndev.doc. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à modifier? Si, on va pouvoir aussi modifier ici les chemins vers notre dépôt GitLab. Vous allez voir pourquoi, on va le faire maintenant, comme ça au moins ça sera fait. Mais ça permet tout simplement de pouvoir éditer les pages directement depuis un lien qui se trouvera, mais vous allez le voir, hein, sur le Docusaurus. Donc là, je vais juste copier-coller une adresse et la modifier pour que ça colle à notre projet. Donc là, on va tout simplement faire supprimer tout ça. On va coller ça. Et là, en l'occurrence, c'est pas johandev, c'est johan.bernabeu.
le projet c'était yoandevdoc en un seul mot. Voilà, parfait. Et on va mettre exactement le même chemin si on voulait, mais on l'a désactivé, mais si jamais on voulait faire la même chose pour le blog. Bon, on s'en fiche, nous on n'en a pas, mais ça pourra nous servir. Je vais vous montrer à quoi ça sert ça. Vous allez voir qu'on peut directement, lorsqu'on navigue sur la documentation, avoir un petit bouton d'édition qui nous enverra directement sur le GitLab en modification, entre guillemets, sur un fichier pour modifier la documentation, en tout cas soumettre une merge request. OK. Donc là, on a fait les modifications. Il faut qu'on envoie ça sur notre dépôt GitLab. Donc on va faire ça. On va marquer fix et on a fait quoi? On a fixé la base URL. On va dire que c'est ça. On commit et on envoie ça sur GitLab. Donc là, hop, on le laisse faire tranquillement. On revient sur notre GitLab. On va dans CI/CD Pipeline. Et logiquement, vous l'avez compris, il y a une pipeline en cours d'exécution qui va tenter de faire un npm install et un npm run build pour nous assurer que ça fonctionne bien. Donc là, comme ça va prendre un peu trop de temps et que je n'ai pas envie de vous faire perdre du temps, on va le tester ça en local. On va faire un npm install --force. Comme ça, on va faire exactement les mêmes commandes qui vont être exécutées par la pipeline, mais ça devrait être logiquement un petit peu plus rapide que sur GitLab, quoique, des fois, c'est pas dit. Puisque là, c'est en train de télécharger toutes les dépendances. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, lorsqu'on initie un projet, il utilise yarn plutôt que npm, mais moi, je préfère utiliser npm, c'est une histoire de goût personnel. Donc, on fait la même chose en parallèle. On fait une petite compétition là entre GitLab ou ma machine. On va voir qui va gagner. Bon, pour le moment, GitLab n'a pas commencé, il n'a même pas démarré. Si, ça y est, il a démarré. Il est en train de faire son npm install --force. Est-ce que je vais finir avant? Le suspense est intenable. Dites-moi dans les commentaires, d'après vous, qui va gagner, GitLab ou ma machine? Qui va finir avant le npm install et le npm run build? Là, j'avoue que je ne serais pas trop sur qui parier, parce que là, sur ma machine, dis donc, ça prend pas mal de temps. Et là, sur GitLab, il va plus vite que moi, le coquin. Il va plus vite que moi, c'est pas grave. Donc, on va le laisser faire son npm run build. Là, l'avantage, c'est que ça nous permet de vérifier que ce qu'on a rajouté dans le docusaurus.config.js n'est pas venu complètement casser la génération du site statique. Et c'est très important parce que si c'était le cas, eh bien, on mettrait par terre notre site et qui serait totalement inutilisable. Donc là, sur mon poste, il est toujours à faire son npm install --force, alors que sur GitLab, il est en train de faire le build déjà. Allez, on va peut-être gagner npm run build. Est-ce qu'il va aller plus vite sur mon site, sur mon poste, pardon? Hop. Allez, on va pas tricher, on va quand même faire F5 côté GitLab pour être sûr. Non, il n'a pas fini. Ça va aller plus vite sur mon poste. Regardez, le build va plus vite sur mon poste. J'espère. Ah bah non. GitLab a gagné, il a fini. Donc, notre étape de test est réussie. Autrement dit, notre branche master, elle est conforme, elle est propre. Maintenant, rappelez-vous, dans notre pipeline, on avait dit que lorsque... il est là. Que lorsqu'on va faire quelque chose dans page, c'est seulement à ce moment-là qu'on publie finalement notre artefact public qui met à jour notre GitLab page. Donc, il faut que l'on aille faire une merge request. On va faire nouvelle merge request. On va lui dire qu'on se base sur la branche master et qu'on veut envoyer ça dans la branche page. On lui dit compare branche, etc., etc. Le titre, comme il n'y a qu'un seul commit, il prend le dernier commit qui décrit bien exactement finalement le contenu de notre merge request. On veut fixer le base URL. On va faire créer la merge request. Parfait. Et on va approuver, bien sûr. Et on va merger. D'ailleurs, si ici, le test avait échoué dans la pipeline, vous auriez une croix. Le bouton merge serait en rouge. Et si vous vouliez forcer la main, il vous dirait attention, est-ce que vous êtes certain de faire ce que vous voulez faire? Il y a de fortes chances que ça pose problème. Donc là, on est bon, les feux sont ouverts, on peut merger. Comme on vient de merger, il y a une activité sur la branche page qui déclenche la pipeline de déploiement qui est là et qui est déjà en train d'essayer de s'exécuter. Et donc là, on repart pour un tour, npm install, npm run build, on fabrique les artefacts. Et donc, on
On va laisser faire ça tranquillement, mais une fois que ça va être fini, logiquement ici, la version de notre site devrait être beaucoup plus fonctionnelle, puisque ça va permettre à Docusaurus d'avoir les URL de ses fichiers CSS, de ses fichiers JS, etc., etc., ce qui lui posait problème jusqu'à présent. Donc on va gentiment patienter et vous allez voir qu'une fois qu'on va avoir réglé ce problème-là, qu'on va s'assurer que ça fonctionne, rappelez-vous ce que je vous avais dit dans l'intro, on va rajouter aussi un petit moteur de recherche. Alors, j'en profite pendant qu'il y a le déploiement qui soit en cours pour faire un petit focus sur le moteur de recherche. Il y a évidemment la solution la plus complète, la plus performante pour mettre en place un moteur de recherche, c'est d'utiliser un outil qui va venir indexer votre site, construire une espèce de base de données, je mets des énormes guillemets, et lorsque vous allez faire une recherche, eh bien votre Docusaurus, via un petit outil JavaScript, va aller interroger cette base de données, qui va lui dire, bah tiens, pour telle recherche, il y a telle page ou telle partie de la page qui correspond à ta recherche. Par défaut, avec Docusaurus, vous pouvez utiliser très simplement un moteur de recherche, d'indexation qui s'appelle Algolia. Ça marche très très bien. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous souhaitez mettre en place dans un GitLab page d'un projet privé, eh bien ça ne va pas fonctionner parce que Algolia ne va pas être capable, en tout cas nativement, sans bricoler, d'avoir accès à votre dépôt, enfin à votre version statique de votre documentation. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer un moteur de recherche statique, donc moins performant qu'Algolia, mais honnêtement, ça remplit déjà pas mal le job. Et donc en fait, l'indexation entre guillemets va avoir lieu au moment du build. Il va y avoir un petit fichier d'indexation qui va être produit et le petit moteur de recherche va simplement se baser sur ce fichier-là d'indexation. Donc ça marche que si vous n'avez pas une documentation avec des millions de pages, auquel cas évidemment ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez quelque chose de relativement modeste, ça devrait couvrir, je pense, pas mal vos besoins et ça devrait bien fonctionner. Donc là, vous avez vu, la pipeline est en cours, ça y est, elle est finie d'être exécutée. Et donc ici, si on rafraîchit la page, alors ça prend quelques secondes, vous voyez que ça y est, notre site fonctionne correctement, il est en ligne. Vous pouvez y aller, je vous mettrai le lien. Non, je ne vous mettrai pas le lien parce qu'il n'y a pas le HTTPS, donc c'est pas très propre. Mais vous avez vu que c'est bon, la documentation est en ligne. Si on va dans le tutoriel, il y a bien la petite doc qu'on a produit ensemble tout à l'heure. Ça, c'est quand même particulièrement satisfaisant. Là, vous avez vu, on a commencé la vidéo il y a 3/4 d'heure et en 3/4 d'heure, on a déjà une documentation qui est accessible au monde entier gratuitement, directement, grâce à Docusaurus et GitLab Page. Et c'est vraiment trop cool parce que c'est, je trouve, super simple à mettre en œuvre. Ok, bon. Passons à ce fameux petit moteur de recherche parce que je suis sûr que vous avez envie, vous aussi, de le tester. Donc, je vous ouvre le petit dépôt GitHub du petit plugin finalement que nous allons utiliser qui s'appelle Offline Local Search for Docusaurus. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ça va vous permettre de faire un système de recherche offline ou local si vous travaillez derrière un firewall. Typiquement, si vous avez un projet Docusaurus qui n'est pas accessible depuis Internet, ça va fortement vous intéresser. Et donc, pour l'installer, vous avez vu, il nous faut simplement faire un npm install @cmfcmf/docusaurus search local. Donc nous, on va pas se priver, on va prendre la commande ici. Est-ce que je peux copier-coller aussi? Voilà. Et on va ajouter cette petite dépendance à notre projet. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, alors lui, il est complètement planté ici. Hop, on va le relancer, notre petit serveur Docusaurus. Voilà. Il était planté en local, pas sur la version sur GitLab, mais en local, il était complètement vautré. Voilà. On nettoie un peu ici. Hop, on va donc rajouter cette petite librairie npm install cmfcmf docusaurus-search-local. On l'installe et vous allez voir qu'on n'a pas grand chose à faire et que ça va être très très rapide, très très simple et finalement très rapide de vérifier que tout ça fonctionne. Donc là, ok, on est bon, c'est nickel. On a une petite modification à faire dans le fichier docusaurus.config.js, bien entendu. On va donc se positionner juste avant la définition
du thème, mais on pourrait le mettre ailleurs, mais ici, la ligne 41, ça va aller très bien, et on va lui activer les plugins en question, enfin le plugin en question, pardon. Donc simplement, on lui dit plugin, on lui passe un tableau de tableaux, et on lui dit, bien, écoute, va utiliser le CMF Docusaurus Search Local, parfait, et on lui précise même, en tout cas à Docusaurus Search Local, qu'on est en langue française. On enregistre, parfait, et on va vérifier sur notre petite version ici locale. Est-ce que si je recharge tout de suite, il y a accès? Non, je pense qu'il faut relancer le serveur local. Hop, hop, on relance le serveur ici. Parfait. Et donc, dans le menu supérieur, vous allez voir qu'il y a une nouvelle barre de recherche qui fait son apparition. Et là, si je fais une recherche, il me dit quoi? Ah ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche que lorsque vous avez fait un run Docusaurus build. Donc, parce que là, on est sur le serveur de développement, et le serveur de développement ne fait pas vraiment un build. Donc, on va faire le npm run build en local. Donc là, on fait un... comme si on était dans la CI finalement. Hein. Et donc, vous allez voir que c'est au moment du build, vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle étape qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, où il va construire l'index avec qui va être utilisé par le fameux petit plugin de recherche. Donc là, il fait son client, son serveur, et là, vous allez voir, il va y avoir une étape supplémentaire. Vous allez voir ici, vous voyez que Local Search, il est en train d'indexer, et il nous dit que c'est bon, il a bien réussi à fabriquer l'index, il y a 38 documents, parfait. Et donc là, on va lancer le npm run serve, qui n'est pas le serveur de développement, mais qui va nous permettre de lancer Docusaurus, cette fois-ci avec le moteur de recherche. Et là, si on tape lorem, hop, eh bien vous avez vu qu'on a directement accès. Hop, dans notre documentation, j'avais mis le mot lorem, il est bien souligné, ça c'est trop bien. Si par exemple je tape PHP, eh bien hop, ici, PHP, il me souligne bien le mot PHP, donc ça a bien été indexé. D'ailleurs, si on va dans notre projet Docusaurus, il y a une version build, donc ça c'est la version qui a été fabriquée, et il y a bien, ici vous voyez, le fameux fichier JSON, qui est pas très lisible pour nous, mais qui contient l'index finalement de ce qui est utilisé par le petit bloc de recherche. Donc nous, ça ne nous parle pas des masses, mais c'est ça le petit travail d'indexation qui a été fait. Donc là, c'est bon, on a activé le moteur de recherche, on n'a rien d'autre à faire, donc on va committer ça, on va lui dire qu'on a rajouté add search, local search, voilà, local search, parfait. On commit, on push, on va aller voir ça directement sur GitLab. Hop, vous l'avez compris, il y a une pipeline qui vient de se déclencher. Alors, pour pas perdre de temps, on va lui dire, écoute, c'est pas la peine que tu ailles au bout de tes tests, on va assumer que ça réussisse. Donc je stoppe la pipeline. Ça me permet de vous montrer qu'on peut agir aussi sur l'exécution des pipelines. Donc ne faites jamais ça dans la vraie vie, c'est pas du tout une bonne idée. Stop pipeline, voilà. Là, la pipeline est stoppée. On va faire notre fameuse merge request pour envoyer la dernière version de master sur page, ce qui va nous permettre de publier la version sur notre site. On fait compare branch et continue. Il n'y a eu qu'un seul commit, donc il prend automatiquement le nom en question, tout va bien. On crée la merge request et on va l'approuver. Et là, vous allez voir, ça va me permettre de vous montrer que, vous voyez, là, merge, il nous dit attention, il n'y a pas eu de CI, le test n'a pas abouti, qu'est-ce qu'on fait? Là, il me dit, vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr de vous? Donc, on va dire oui, c'est bon, on est sûr de nous sur ce coup-là, mais ne faites jamais ça en vrai. Et donc là, ça déclenche bien la pipeline de déploiement continu. Et donc, on va aller la voir s'exécuter parce que finalement, c'est l'ultime étape. Donc, on va fermer tous les serveurs locaux. Je vais éteindre les serveurs ici, histoire qu'il n'y ait rien qui tourne en local sur le poste. Et on va attendre tranquillement que se déploie cette nouvelle et ultime version de notre documentation Docusaurus. Vous l'avez vu, on l'a customisé, changé les couleurs, changé des textes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu comment créer une petite documentation en Markdown, après ça reste du Markdown classique. Comment ajouter le support de la coloration syntaxique du PHP, on a vu quand même pas mal de choses. Et il ne reste plus que maintenant à déployer l'ultime version avec le petit moteur de recherche.
Très simple à mettre en œuvre, hein, vous l'avez vu, il nous a fallu à peine 5 minutes pour mettre en œuvre le petit moteur de recherche. Donc là, on va prendre le temps de savourer, hein, cette ultime pipeline de déploiement. Vous voyez que là, il est en train de faire le npm install -force. Ensuite, et vous le savez maintenant, ça y est, vous avez compris, il va faire le npm run build, fabriquer les artefacts et compagnie et compagnie. Et ensuite, eh bien, il va publier automatiquement la version de notre Docusaurus avec notre dernière modification qui est notre petit moteur de recherche. Et je pense que là, on aura, vous avez vu, en moins d'une heure, je regarde le chronomètre de la vidéo, mais ça fait moins d'une heure, en moins d'une heure, on aura quand même créé quelque chose de plutôt méga cool, de manière extrêmement simple grâce à Docusaurus. Et vraiment, j'invite vraiment tout le monde, il n'y a plus aucune justification maintenant à ne plus produire de la documentation avec des outils comme celui-ci. C'est rendu accessible à n'importe qui, et encore plus aux devs, hein. Je ne dis pas n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas un minimum informé d'un petit peu de ce qu'on vient de faire, de qu'est-ce que c'est Git, tout ça, évidemment, il y a ces éléments-là, mais pour un dev, c'est absolument accessible à n'importe quel développeur, même s'il ne connaît pas JavaScript. C'est mon cas, je suis absolument pas un développeur JavaScript, et pour autant, vous avez vu, hein, c'est absolument pas une difficulté avec Docusaurus. Donc là, ça y est, c'est déployé. Donc on va simplement faire un petit F5 sur notre version ici. Le moteur de recherche fait son apparition, et si je tape lorem, eh bien vous avez vu, la recherche a bien fonctionné, il me met en surlignage la ligne qui va bien, et ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette petite vidéo sur Docusaurus parce que vous avez été pas mal à me la demander. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai la chance de pouvoir utiliser professionnellement sur au moins 2 projets en ce moment. Et c'est un vrai plaisir à utiliser parce que c'est simple. On se concentre sur le contenu et c'est ça qui est vraiment très intéressant. D'ailleurs, si cette approche-là de génération de sites statiques vous intéresse, prochainement, on va voir une approche à peu près similaire, mais pour déployer un blog perso. Donc si ça vous intéresse, hein, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, je ne sais pas encore, on aura une vidéo pour voir comment faire à peu près la même chose. Alors on n'utilisera pas GitLab, on n'utilisera pas GitLab Page, on va essayer un petit peu de changer les approches pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et surtout venez nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou voire même mieux, est-ce que vous avez déployé une documentation Docusaurus? Si c'est le cas, mettez-nous un lien, qu'on aille checker votre documentation. Et je vous le rappelle, vous pouvez aussi trouver sur mon blog yohandev.co un article qui reprend toutes les étapes qu'on a vues ensemble dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver les petites choses à modifier, les extraits de pipeline, etc., etc. Enfin, quelque chose pour que vous puissiez facilement vous y retrouver. Allez, bon week-end à tous et à toutes, bien sûr. Rendez-vous mardi prochain pour la reprise de l'hebdo de la semaine. J'ai hâte de vous revoir mardi parce qu'il y a plein d'actu à traiter. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Soyez bienveillants, c'est important, la bienveillance, surtout en ce moment. Et à très bientôt. Ciao, ciao.